Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 6 novembre 2022. Notre invité, c'est Demba Babili, juriste, analyste politique, entrepreneur non panafricain. Demba, comme d'habitude, nous sommes venus aussi aujourd'hui pour discuter l'actualité du Sénégal et de la sous-région. Commençons d'abord, Demba, la première question. Que penses-tu de l'audition d'Ousmane Sonko avec la mobilisation des forces de l'ordre de la gendarmerie? Bonjour Tierno Sedou et merci de m'inviter à cet échange qu'on fait voilà, parfois de temps en temps pour essayer d'évaluer et d'analyser la situation du Sénégal, du monde et de l'Afrique. Donc l'audition d'Ousmane Sonko, je pense que l'audition, on peut tous s'accorder sur le fait que ça s'est bien passé dans le calme. Il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de saccage. Donc Ousmane Sonko a quitté son domicile, il est allé se rendre à l'audition, il a pu remplir ses obligations et il est rentré tranquillement chez lui. Maintenant, quant à la mobilisation des forces de l'ordre, je pense que c'est dû au fait que pendant le mois de mars, la première convocation d'Ousmane Sonko, le candidat et le président du parti Les Patriotes, ne s'était pas bien passé. Il y avait eu des heures, il y avait eu des dégâts, il y avait eu voilà, des batailles, il y avait eu beaucoup vraiment de violence. Et je pense que peut-être les autorités par rapport à ça. Mais il y a aussi le fait que euh, il y a un côté qui est assez spectaculaire, il y a un côté qui est un peu exagéré où vraiment quand on regarde la liste de toutes les personnes qui ont été appelées à Dakar pour cette audition, on a l'impression d'avoir affaire à un vrai film de science-fiction, quoi. On est vraiment dans la démesure avec tous ces officiers. Et pendant ce temps, les Sénégalais se plaignent d'insécurité. Et on se dit même où sont passés tous ces gendarmes quand on est dans l'insécurité. Merci Demba. Pour la deuxième question, Demba, le doyen des juges a demandé à Ousmane Sonko un test ADN. Il a ignoré le certificat médical et tous les éléments dans le rapport d'enquête. Pourquoi cette question? Alors, le doyen des juges, qui est le maître des poursuites dans cette affaire, il est en position de demander vraiment toute question qu'il juge utile à résoudre, parce que c'est une énigme qu'il a entre les mains, un viol avec 1000 questions. On parle de Ousmane Sonko a violé la fille avec 2 armes. Cela m'étonne qu'on n'ait pas parlé des armes, qu'on n'ait pas requis à voir ces armes-là, parce que la fille a parlé d'armes. On parle de plusieurs choses. Et donc, bon, le doyen des juges, c'est lui qui gère sa poursuite, donc il sait où mener voilà, la personne qui est inculpée, la personne qui est devant lui, pour pouvoir tirer le maximum d'informations. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on nous dit que Ousmane Sonko nous apprend qu'il lui a posé que 3 questions, dont une des questions, voilà, c'était la question par rapport à est-ce que Ousmane Sonko serait prêt à faire un prélèvement pour faire des tests d'ADN, ce que je trouve très incongru, parce que dans, en matière de poursuite criminelle, quand un juge ou quand un maître de poursuite veut quelque chose, il passe par une procédure, il y a une réquisition qui est faite, et l'inculpé ou la personne concernée est contrainte de surseoir, est contrainte de donner ce dont on a besoin. Et dans la définition du viol selon le code pénal sénégalais, voilà, cet élément-là, ça soit, les gens font allusion au sperme, excusez-moi du terme, mais voilà, dans la définition du vol, cet élément-là n'est pas un élément du viol dans le code pénal. C'est pas un élément qui est, je crois que c'est l'article 320, c'est pas un élément qui fait partie de ce qui constitue le viol. C'est-à-dire que même la présence de ce liquide-là auprès de la demoiselle ne pourrait pas confirmer la thèse du viol. Okay. On peut trouver ce liquide chez quelqu'un, sur la tête, sur les pieds ou ailleurs, mais ça ne confirme pas le viol. Le viol, c'est un acte excusez-moi du terme, de pénétration par contrainte, par surprise. Et il y a le droit, c'est une science. Donc, il y a 1 plus 1, il y a des éléments qui font qu'on est dans un contexte de viol. Maintenant qu'il pose cette question, je sais pas pourquoi il pose cette question, peut-être qu'il a quelque chose derrière la tête. Et il a été servi par Ousmane Sonko qui n'a pas lésiné sur la réponse. Voilà. Merci Demba.
Bon, dans son audition, Sonko a brandi un rapport interne accablant qui atteste d'un complot. Est-ce que nous devons avoir peur pour la justice de notre pays? Alors, c'est quand même effroyable hein, ce que Ousmane Sonko a exposé. Bon, il en a parlé dans sa conférence de presse le lendemain de son audition, où il nous a fait un peu le synopsis ou le scénario de l'audition avec Maham Diallo, le doyen des juges. Et dans ce scénario, il nous explique qu'il s'est adonné à un exercice très long, parce qu'il a dit que c'est lui qui a parlé le plus longtemps, et il a parlé d'un complot. Et il a brandi, ce jour de cette audition, un rapport interne de la gendarmerie. Vraiment. Un rapport qui fait état d'un très très grand complot. Je pense que si on enlève l'affaire Mamadou Dia, qui n'était pas un complot, si on lit un peu l'histoire, je pense que si ce complot est avéré, c'est le complot le plus grand de l'histoire du Sénégal. Parce que déjà, ça implique des hauts gradés de la gendarmerie. Je parle avec le conditionnel, parce que je mets ainsi, parce que c'est un rapport qui est supposé être top secret, classé secret défense. En parlant de top secret, j'ai bien envie de parler de l'achat des armes, du contrat d'achat des armes de 45 milliards qui devait être top secret, mais qui s'est retrouvé un peu partout dans le monde jusqu'en Israël. Donc c'est le même cas, un contrat, un rapport interne de la gendarmerie sur cette affaire de viol qui secoue le Sénégal depuis bientôt plus d'1 an. Et entre les mains des journalistes, entre les mains de la personne même concernée, Ousmane Sonko, déjà ça c'est problématique. Et que Ousmane Sonko l'expose devant le juge, et apparemment que le juge ne réplique pas par rapport à cela, et que Ousmane Sonko annonce même des plaintes à l'encontre des personnes quelques personnes qui sont responsables de ce complot, dont le procureur de la République. Vraiment. On parle du chef de la gendarmerie nationale, on parle de hauts gradés de l'État. Je peux vous dire qu'on peut avoir peur pour les justiciables que nous sommes par rapport à la justice de notre pays si cette thèse-là est avérée. Et on va parler peut-être de l'arrestation de Pape Alé. Donc il y a de quoi s'inquiéter. Vraiment. Vraiment, la quatrième question, Demba. D'après vous, peut-on espérer un non-lieu, cela veut dire un classement sans suite, et quelles sont les possibles issues de ce procès juridique? Alors, il est très difficile de faire des devinettes sur un procès juridique si tous les éléments ne sont pas en notre possession pour dire qu'il y aura un non-lieu, pour dire que... Mais sur la base de ce qui est disponible à tous, voilà, la thèse du complot que Ousmane Sonko a développée, qui n'a pas été démenti. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas eu un démenti de la gendarmerie nationale, qui est principalement indexée. La dernière fois, quand Ousmane Sonko a parlé de l'armée nationale sénégalaise a réagi. À chaque fois que la gendarmerie a été attaquée par un personnage de haut rang comme Ousmane Sonko, bon, je ne dis pas que la gendarmerie a été attaquée plusieurs fois par Ousmane Sonko, ou elle a déjà été attaquée par Ousmane Sonko, mais je dis à chaque fois que des corps de l'État ou de l'armée se sont sentis attaqués, ils ont répondu par un communiqué. Mais en l'espèce, dans ce cadre-là, peut-être que c'est parce que c'est un rapport secret, mais il n'y a pas eu de démenti, il n'y a pas eu de mise en garde vis-à-vis par rapport à la manipulation de ce rapport. Il y a eu juste une arrestation, qui est une arrestation qui choque tout le monde, bien sûr. Mais ce que je veux dire, en fait, pour moi, je suis convaincu par la thèse du complot. Parce que tous les éléments du dossier, depuis le début jusqu'à maintenant, attestent qu'il y a eu un complot. Maintenant, on veut nous amener sur un procès moral. Que Ousmane Sonko a eu des rapports avec la fille, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il y a eu un viol? Vraiment. Parce que ce sont les bases de l'accusation de la dame. Est-ce qu'il y a eu menace de mort avec armes? Tous ces éléments-là, on les balaye aujourd'hui. Même la partie accusatrice, je veux dire, la plupart des gens qui portent ce combat contre Ousmane Sonko, on les voit tous. Ils sont dans l'État, les Mame Mbaye Niang, les autres. D'autres ont déserté sur les réseaux sociaux. Ils ont été victimes eux-mêmes de leur turpitude. Maintenant, toutes ces personnes-là, toutes les théories qu'elles ont développées, elles ont été démontées pièce par pièce au fil du temps, et ce supposé rapport interne de la gendarmerie vient encore confirmer l'existence vraiment d'une grande machination contre un acteur politique de premier rang, en l'occurrence Ousmane Sonko. Donc pour moi, l'issue dépendra de ce que ce procès signifie pour
la justice sénégalaise. Est-ce que c'est un procès politique? On peut avoir des doutes sur le dessus. Et si c'est vraiment un procès juridique, sur le plan juridique, le droit, ça ne ment pas. Le droit, c'est clair. Hein. Le droit, c'est clair. Donc, si les éléments du viol ne sont pas constitutifs dans l'espèce, le doute profite à l'accusé. C'est un principe en droit. Si on a des doutes, c'est l'accusé qui s'en sort. Et dans ce cas-là, il n'y a même pas de doute, quoi. Okay. Je veux dire. Ok, on vient d'apprendre l'arrestation de Pape Alé Niang. Qu'en pensez-vous? Et quel est votre sentiment par rapport à cela, vu la liberté de la presse? D'abord, que risque-t-il aussi? Voilà, d'abord, sur le plan déjà personnel, Pape Alé, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance d'échanger à plusieurs reprises. C'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour des causes nobles, pour le Sénégal. Et il a raconté son parcours avec Macky Sall, avec la première dame, avec qui il était très proche. Donc s'il voulait se sucrer, peut-être qu'il serait de l'autre côté. Donc Pape Alé Niang a depuis quelque temps, si vous le remarquez, il ne travaille peut-être que pour son compte. Il n'est plus dans une télé de la place ou voilà, dans les grands médias. Voilà, donc quelque part, il s'est beaucoup donné pour que le Sénégal soit un pays démocratique. Et ce n'est pas nouveau. On ne va pas dire que Pape Alé a commencé à se battre pour le Sénégal aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'il le fait. Maintenant, si on essaie d'être objectif, on dit qu'il a détenu un rapport top secret interne. Donc ça veut dire que ce rapport, il existe. Donc Pape Alé n'en a pas inventé. À moins qu'on le poursuit pour diffamation, pour atteinte à la sûreté de l'État ou des trucs comme ça, ou diffusion de fausses nouvelles. Parce qu'il l'a fait via un canal médiatique. Mais si on dit qu'il a détenu un rapport top secret, ça veut dire que le rapport existe, ça veut dire qu'il y a eu complot, ça veut dire que Pape Alé a eu raison sur le plan, je ne parle pas sur le plan juridique, mais sur le plan patriotique, de divulguer ce rapport. Rappelez-vous, ici aux États-Unis, Donald Trump a essayé de contraindre le président ukrainien à avoir des actions allant dans le sens à l'aider pour vraiment ternir l'image de Biden, pour qu'il puisse en tirer des dividendes politiques. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, ici, il y a eu ce qu'on appelle le whistleblower. Des hauts gradés ou une personne qui est hautement placée dans le Secret Defense à l'intérieur de la Maison-Blanche a écrit un rapport. Et il a averti sur ce que le président était en train de faire d'anormal. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis que parfois, même si quelque chose est top secret, on doit prévoir au Sénégal un système qui protège les lanceurs d'alerte, les gens qui vont vers les médias pour mettre à disposition de ceux-ci des informations qui vont sauver le pays. Parce que Ousmane Sonko arrêté sur la base d'un complot, tôt ou tard, ça va plus déstabiliser le pays que ce rapport. Parce que quand le rapport est sorti, quand on a parlé, ça n'a pas déstabilisé le pays. Les gens étaient choqués, les gens sont encore choqués, mais le pays n'est pas déstabilisé. Ce qui déstabiliserait le pays, c'est qu'on arrête quelqu'un sur la base du faux et du fallacieux. Et ça repulserait tout le monde parce que les gens ne sont pas bêtes. Ils sont capables d'analyser. Voilà. Donc je pense que Pape Alé, là où il est, il a tout mon soutien, en tout cas, même si c'est insuffisant. Je pense que nous le soutenons tous. Nous souhaitons que le Sénégal, la justice sénégalaise libère le plus rapidement possible. Ce n'est pas lui le fautif. C'est pas lui qui a fait fuiter le rapport. Ils ont qu'à faire leur enquête pour trouver. Lui, c'est un journaliste. Vraiment. Quand on lui donne des informations, peut-être qu'il a des exigences par rapport à son travail, comment traiter certaines informations top secrètes, mais c'est quand même un journaliste. Il y a la liberté de la presse, elle doit être respectée. Il y a des journalistes récemment qui ont parlé du contrat d'armement, ils sont à l'étranger, ils en ont parlé en plein France 24. Et les images sont partout. Ils ont montré le contrat, c'est un consortium de journalistes. Pourquoi le Sénégal ne fait pas des poursuites contre ces personnes-là? Et on prend un pauvre journaliste sénégalais qui se bat pour son pays. Et tout ça, c'est de l'intimidation. Que risque-t-il? Je ne sais pas. Je pense qu'il va peut-être falloir se référer au code pénal par rapport à l'infraction pour laquelle il est poursuivi. Et je pense que j'ai l'impression qu'ils sont toujours en train de chercher exactement qu'est-ce qu'ils vont coller sur son dos. Et c'est devenu une spécialité au Sénégal. On arrête des gens pour des délits d'opinion. On les met en garde à vue. On réfléchit qu'est-ce qu'on va mettre sur leur dos pour pouvoir bien les emmurer dans un silence
qui profiterait peut-être à une certaine partie. Voilà, merci Diamba, très bien, c'est bien dit. Quelle analyse faites-vous des mesures prises par le président pour la réduction des denrées alimentaires, des loyers, etc. Bon, je pense le président de la République, Macky Sall, il est à la tête de l'État, ça fait quand même un peu plus de 10 ans. L'un des principaux problèmes du Sénégal, c'est vraiment le Sénégal, ou Dakar en l'occurrence, est une ville très chère. C'est difficile de vivre au Sénégal avec 50 000 ou 100 000. Les gens ne s'en sortent pas. Voilà, tout est cher. On est d'accord sur ça. Le riz est cher, on mange beaucoup de riz. Même le président a fait la remarque, je l'ai regardé dans plusieurs rencontres où il parlait du fait qu'au Sénégal, on ne mange pas ce qu'on cultive, pas comme en Côte d'Ivoire où il y a la séquée. Est-ce que lui-même il a donné le bon exemple de le voir manger, cela veut dire c'est une bonne question quand même. Quand il est allé au Mali, qu'est-ce qu'on lui a servi? On lui a servi des céréales locales maliennes. Il a bien apprécié. Donc je pense que là où ça a fauté quand même, c'est je pense que le président Macky Sall, par rapport à ces mesures-là, bon, je pense que c'est un avis d'échec. C'est un aveu d'échec. Franchement. Il n'a pas pu transformer les habitudes alimentaires du Sénégal. Et pourtant, il a fait des grandes choses. À contraindre des gens, mettre des gens en prison, des trucs comme ça. La même énergie, il l'aurait consacrée pour essayer de changer les habitudes alimentaires du Sénégal avec des programmes bien spéciaux où on sensibilise les gens sur les bienfaits de certains aliments. Parce que c'est des choses qu'on connaît, le sorgho, le niam, tout ça. C'est pas nouveau pour nous. Le Sénégal mangeait beaucoup de maïs, on mangeait beaucoup de produits qui sont des produits céréaliers. Il y a beaucoup de personnes qui s'activent dans la filière des céréales locales. Je peux te garantir que ces personnes-là gagneraient à ce qu'on valorise encore plus ce marché-là sur le plan local. Maintenant, ce qu'il a fait pour moi, des réductions de 50 francs, 100 francs, ça peut avoir un impact peut-être sur le court terme pour certaines familles. Mais le contexte mondial, pour moi, c'est là où le problème, le bas blesse. On ne cultive pas le riz, on ne cultive pas tous ces trucs-là, on ne les produit pas en principal. Et on se permet de les réduire contre ce qui se passe en ce moment actuellement dans le monde. Il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine, on oublie ça. Les prix des céréales explosent. Voilà, il y a une crise par rapport à l'énergie. Et contre tous ces critères macroéconomiques, sûrement contre les recommandations de la Banque mondiale et du FMI, je ne suis pas un fanat de ces deux institutions, mais je pense que le président de la République est en train de prendre des mesures politique et politicienne comme il l'a fait en 2019, enfin avant les élections de 2019, et il continue encore à le faire en grande pompe avec une réunion. Mais je pense qu'une réunion, un plan structurel qui aurait incorporé tous les acteurs du secteur, pas certains acteurs seulement, mais la majeure partie des acteurs, les boutiquiers, les commerçants, les Auchan, les transformateurs, toute la chaîne de valeur, aurait permis avec du temps, parce qu'il ne faut pas précipiter ce genre de décision, se mettre comme ça sous son pupitre et dire je réduis le loyer de 20%, de 10%, ça va constituer encore une autre source de frustration et de conflit. Parce que aller au tribunal, combien de personnes sont en contentieux avec leurs bailleurs, leurs locataires pour des loyers non payés et des trucs comme ça, réduire de 20% le mois prochain, en tout cas, je pense que ça risque d'être chaud dans beaucoup de... Je pense qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu un plan structurel valable. Il y a eu juste des mesures phares comme ça d'annonce. Et l'État n'accompagne pas réellement en fait toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet. Voilà. Et je pense que c'est aussi en réaction par rapport à la situation du pays. Il y a une élection qui arrive dans 16 mois. Sonko a balancé une bombe et ils ont envie de faire descendre la clameur et ils choisissent ce que les gens aiment le plus. Malheureusement, on est très soucieux de notre alimentation chez nous au Sénégal. C'est normal. C'est des gens qui sont vraiment dans des difficultés. Voilà, merci Diamba. Aussi, la dernière question. Le président même avait promis l'autosuffisance alimentaire en 2017. Et nous sommes en 2022. Ok. La dernière question. Comment voyez-vous le futur échéance électorale? Macky Sall sera-t-il candidat? Pourra-t-il éliminer Sonko? Ok, ça c'est des questions très directes et je pense que c'est bien comme ça qu'on ait des questions de cette nature pour pouvoir aller droit au but. Je pense que Macky Sall, il est en train de faire un parcours en dents de scie sur le plan de son choix par rapport à sa présentation aux élections prochaines. Peut-être que c'est sûr dans un coin de sa tête, mais sa démarche montre qu'il y a des hésitations.
Voilà. On a eu Amadou Ba qui est venu Premier ministre, tout le monde cherchait un dauphin. Et on se disait qu'Amadou Ba allait faire figure de dauphin, mais depuis que Amadou Ba est Premier ministre, il est très retiré. Il est très retiré, il n'est pas très médiatisé, il n'a pas de posture politique. Parce qu'en politique aussi, les gestes ne mentent pas. Abdoulaye Wade avait nommé un numéro 2 du parti, il avait pris des actions, même si après il s'est ravisé pour être candidat. Mais le président Macky Sall ne prend aucune action politique qui va dans le sens de montrer qu'il va lâcher la main à son dauphin. C'est-à-dire en prenant Amadou Ba, en lui donnant la mission, par exemple, de rassembler les cadres du parti, d'avoir des responsabilités plus importantes, que ce soit Amadou Ba ou une autre. Mimi Touré, qui était aussi quelqu'un de très, très élevé dans la hiérarchie APR, elle est partie. Et la suite de Mimi Touré va être déterminante par rapport à l'avenir aussi de l'APR. Et il ne faut pas oublier que Macky Sall est dans une coalition, une très grande coalition, malgré que cette coalition, l'APR a phagocyté cette coalition, les Idrissa Seck et tous les autres sont aujourd'hui au service de Macky Sall, qu'on le veuille ou pas, parce qu'on est à 16 mois des présidentielles. Toute personne qui n'aura pas montré un petit peu d'appétit pour être président, c'est que cette personne travaille pour quelqu'un d'autre. Maintenant, je pense que Macky Sall, il est en train de jouer à un jeu très dangereux. En voulant éliminer Sonko, il risque d'avoir... parce que je pense que même s'il élimine Sonko, les Sénégalais ne vont pas l'élire s'il se présente pour une troisième candidature. Je le pense sincèrement, parce qu'il y a beaucoup de ras-de-bol. Et s'il le fait, il va devoir le payer parce que les gens vont lui en vouloir à mort. S'il le fait de manière illégale et légitime, qui est la seule issue, il y a d'autres personnes. Je veux parler de Malick Gakou, je ne le cache pas. C'est quelqu'un que je connais très bien, je suis dans son parti. Et je me réclame de lui. Je pense qu'il a aussi ses chances et que c'est quelqu'un qui est peut-être considéré aujourd'hui comme un outsider, mais c'est quelqu'un qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention parce qu'il risque de surprendre. Mais éliminer Sonko devient de plus en plus impossible à l'heure actuelle. Ça devient un casse-tête chinois pour Macky Sall. Si ce n'est pas un casse-tête, un casse-tête mongol, il va avoir des problèmes pour faire ça. Okay. Voilà. Merci Diamba, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Beaucoup. Merci.